Bienvenue à tous à cette soirée pizza. Je me rends compte que ça devient un peu comme une institution parce que je vois des visages qui étaient venus donner des petites conférences qui reviennent, etc. Des visages aussi qui sont souvent là à ces soirées-là, donc ça fait plaisir, c'est chouette. On continue donc de faire ces retours d'expérience ce soir avec nos amis donc, de Digital District qui sont membres associés de la CST. Merci d'être là. Donc, à gauche, vous avez Nicolas Herba. Tu es directeur de l'innovation. Kevin Pacini, qui est directeur des productions, on peut dire, coordinateur de studio. Donc tous les deux chez Digital District. Et donc ça fait à peu près 3 ans déjà que vous explorez les outils d'IA. Toi, Nicolas, c'est ton quotidien. Ouais, moi c'est full time, genre, je présenterai peut-être un peu plus en Ouais. détail après, mais Donc du coup, Nicolas va vous faire un premier topo sur rappeler un petit peu comment fonctionne l'IA générative, ce que c'est un LoRa, ce que c'est le fine-tuning, qui est un certain style de réentraînement ou d'affinage au final, mais c'est quand même de l'entraînement. Et Kevin va vous parler en fait, déjà de certaines applications qu'ils ont pu mettre en œuvre dans leur studio pour faire des effets spéciaux. Voilà. Donc merci à eux et puis on se retrouve après ça. Alors on aura un petit temps de questions-réponses après chacun d'entre vous. Selon le temps, on verra la durée qu'on peut y donner. Et puis après, donc vous derrière, vous avez il y a des tables là-bas, donc c'est le moment de partager une pizza tous ensemble. Voilà. Merci d'être venu en tout cas. Bonsoir. Je suis très content d'être accueilli par la CST. On était venu avec Nicolas il y a 2 ans pour assister à une conférence sur l'IA d'ailleurs. Et à l'époque, on était simples spectateurs. Aujourd'hui, on est sur scène, donc c'est plutôt agréable. Il y a 2 ans, on était déjà sur le sujet. Oui, ça fait 3 ans du coup avec Nicolas qu'on fait que de l'IA. Enfin, Nicolas il fait que de l'IA et beaucoup de Comfy UI. Moi, mon rôle chez Digital, c'est donc de coordonner le studio, de mettre les efforts aux bons endroits, donc de faire respecter les workflows. Il y a plein d'autres sujets, le recrutement, et forcément, il y a l'IA qui est arrivée, et aujourd'hui, on en parle toutes les 5 secondes. Donc le but, c'était, quand je suis arrivé à 3 ans chez Digital, il y avait déjà l'équipe avec Santiago qui travaillait sur l'IA chez nous. Et le but, c'était un peu de mettre l'IA dans des cas de production. C'est-à-dire que ce ne soit pas juste un département dev qui travaille tout seul. Il fallait aussi l'inclure dans une vision de pipeline d'un studio VFX. Voilà. Maintenant, je vais laisser la place, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, je crois. Donc, tout ce qui sera question, on aura pas mal de temps pour parler après. Donc là, on va rentrer dans le vif du sujet avec Nicolas. ouais, avant de commencer, parce que du coup là cette soirée c'était un peu, on m'avait demandé de préparer une thématique, donc comme on vous a dit plus tout ce qui était différents types de modèles, différence entre modèles de fondation, tout ce qui est distillation, LoRa et tout, donc ça c'est des trucs qu'on va voir en détail juste après. Moi mon rôle dans Digital, c'est vraiment de faire de la veille technologique et de couper un peu le bruit de toutes les sorties, puisque vous êtes peut-être familier. Si vous suivez un peu le sujet, il y a beaucoup de posts, il y a beaucoup de choses qui sont publiées à une fréquence assez élevée. Et moi, mon rôle, en fait, c'est à part au milieu de tout ça, déterminer un peu ce qui peut être utilisé dans un contexte de production, de tester et benchmarker les technologies qui sont open et qui ont des termes de licence et qui permettent leur utilisation en production. Donc voilà, donc ça c'est vraiment du benchmark. Et quand on trouve quelque chose qui a vraiment un bon use case ou qui peut avoir une bonne utilité pour accélérer, quelle que soit la partie du workflow, que ce soit pré-prod, prod ou quoi que ce soit, on crée des outils basés là-dessus pour abaisser la barrière à l'entrée, parce que c'est des technologies qui sont un peu difficiles à manipuler. Et en fait, voilà, genre on fait un petit coup de cosmétique d'interface par là-dessus pour que ce soit utilisable par les graphistes qui ne sont pas des spécialistes, mais voilà, de donner accès à ces nouvelles technologies à des gens dont c'est pas le métier full-time. Donc, en gros, ce que je peux citer comme on a fait, on travaille beaucoup avec Comfy UI, qui est vraiment la backbone de pas mal de choses qu'on fait. On l'a intégré dans plusieurs logiciels standards de l'industrie, Nuke Flame, Flame pas trop, mais genre Nuke beaucoup. On commence à explorer Houdini aussi.
Maya aussi, on va développer quelques applications là-dessus. Enfin, on essaie d'attaquer un peu partout là où ça fait du sens. Et ouais, donc ça c'est. Ben, si vous avez des questions sur ce sujet-là, on pourra y revenir après. Là, on va aller sur le thème de la soirée, donc tout ce qui est différents types de modèles et fine-tuning. Il faut savoir aussi, c'est que Nicolas, c'est un ancien Newtist avait un profil très IT, et donc nous, c'était vraiment le pont. C'est fait naturellement, mais c'est vrai que dès le début, on travaille beaucoup sur des outils pour les Newtistes. Enfin, c'était la façon naturelle de le faire pour lui et pour nous, et voilà. Bah ouais, parce que vu que j'étais ancien Newtist, disons que j'ai plus d'affinité avec le truc et j'ai moins de difficulté à voir ce qui peut être. J'ai la vision qui peut dire bon bah ça c'est utile, que j'ai beaucoup moins en 3D d'ailleurs. Mais ouais, donc c'est pour ça que bon, organiquement c'est plus orienté 2D qu'autre chose. Bon bah on va commencer le thème de la soirée. J'ai mis Gasguide qui fait peur en premier et après c'est beaucoup plus visuel. Donc ça, ce que vous avez, c'est ce qu'on appelle un UNet, qui est l'architecture de modèle qui est vraiment la plus utilisée en IA générative. Et en gros, ce qui se passe, vous n'avez pas besoin de comprendre le truc en détail, évidemment, mais là, ce qu'il faut comprendre, c'est que votre image, elle rentre ici. Vous avez tout un processus de compression de la donnée comme ça, et là, vous avez l'inverse, un processus de décompression de la donnée, et quand vous ressortez ici, bah, vous avez une image qui est générée, très schématiquement, mais c'était juste pour vous montrer à quoi ça ressemble, et je vais vous montrer genre le pendant de ça un peu plus visuel, mais du coup ça c'est une représentation que si jamais vous vous intéressez beaucoup à l'IA, vous allez beaucoup retrouver ce genre de représentation là, donc voilà, ça dites-vous que c'est juste une vue schématique de ce qui se passe à l'intérieur d'un modèle. Je vais pour comprendre la différence entre un modèle de fondation et toutes les autres variantes, il faut comprendre comment les modèles de fondation sont entraînés au début. Donc en gros, ce qui se passe, c'est que les modèles de fondation, c'est un entraînement à partir de zéro, c'est pour ça qu'on appelle de fondation. Et du coup, avant le modèle de fondation, il y a rien. C'est vraiment partir à partir de rien. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on a ce qu'on appelle un dataset, qui est une très grande liste d'images ce qu'on va associer à des descriptions. Donc dans notre cas, ça va être une description qui pourrait être un prompt qui aurait créé cette image. Donc en fait, on fait le travail à l'envers. Lorsque vous générez une image sur Midjourney, par exemple, vous partez d'un texte et vous arrivez à une image, et là vous partez d'image et vous imaginez un prompt qui aurait pu créer cette image, et vous faites cette corrélation avec beaucoup d'images, et vous obtenez à la fin un dataset donc, qui est composé d'une paire, donc une image et un prompt associé. Ensuite, vous allez le faire passer ça dans le UNet pour entraîner ça. Donc la manière dont on va faire ça, donc si je reviens juste ici, vous voyez que cette chose-là, c'est en gros une manière de schématiser le prompt une fois qu'il est encodé pour l'IA, puisque l'IA, elle ne travaille pas sur un texte, elle travaille ce qu'on appelle des embeds. Donc en gros, juste dites-vous que les embeds, c'est une version traduite du texte intelligible par l'IA. Ouais, c'est juste ça. Et là, donc, vous avez votre paire image prompt, donc image embed. Et en fait, ce que vous allez faire pour entraîner un modèle, c'est que vous allez passer par deux étapes. Donc la première étape, c'est que vous allez détruire de manière incrémentale le signal. Donc en fait, donc là, vous reconnaissez la forme. En gros, c'est ce qu'on avait au début. Et en fait, à chaque fois que vous allez descendre d'un étage, vous allez compresser de plus en plus la donnée. Donc vous allez rajouter du bruit à l'image. Donc mais pas de manière aléatoire, de manière méthodique, on va dire, et de manière guidée. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que plus vous descendez, plus vous allez distiller votre signal à l'intérieur du bruit. Et une fois que vous allez arriver dans les couches basses du réseau, votre image, elle est très analogue à du bruit. Elle est tellement détruite qu'il n'y a pas grande différence entre du noise aléatoire et votre image de départ. Et en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez entraîner le modèle à faire le schéma inverse. Donc vous allez partir de ce noise que vous avez créé en détériorant votre image. Vous allez réinjecter votre conditioning, et basé sur ce noise et ce conditioning-là, vous allez entraîner le modèle à refaire
le schéma inverse. Donc vous allez entraîner le modèle à retirer du noise de manière incrémentale jusqu'à retrouver votre image de départ. Et la manière dont vous faites ça, c'est juste un dialogue entre les deux côtés. Donc en fait, lui, cette partie-là, très, très schématiquement, mais cette partie-là, elle va être capable d'orienter et de corriger la partie de droite jusqu'à ce que la partie de droite converge vers votre image de départ. Et en fait, vous faites ça pour un grand nombre d'images. Et ce que vous êtes en train d'apprendre à faire à votre réseau ici, c'est transformer du bruit à partir d'embed, donc de prompt. Eh bien, en partant de ça, vous allez l'entraîner à retourner vers une image. Et en fait, si vous retirez la première étape, vous avez ce qu'on appelle un modèle de diffusion, donc un modèle qui est capable de partir de bruit aléatoire, pseudo-aléatoire, associé à un conditioning que vous allez fournir sous forme de prompt. Et puisqu'il y a eu cette étape d'entraînement-là, vous pouvez supprimer le premier étage. Et dans ce cas-là, à partir d'un noise que vous pouvez générer et d'un prompt que vous pouvez formuler, vous allez être capable d'en dériver une image. Et c'est comme ça qu'on entraîne un modèle. Et du coup, des entraînements comme ça donne lieu à des modèles de fondation. Et on va voir le cas de la série Flux 1, qui est une suite de modèles fabriqués par Black Forest Labs, qui est une boîte faite par des anciens de Stability AI. Je pense qu'il y a des gens de DeepMind et de Meta aussi qui les ont rejoints. Donc c'est des gens qui savent plutôt ce qu'ils font. Et en gros, eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait Flux 1, qui est leur premier modèle de fondation. Donc le modèle de fondation, c'est Flux Pro. Et ensuite, Dev et Schnegg, c'est des autres variantes qui ne sont pas des modèles de fondation qu'on va expliquer un petit peu plus tard. La première chose à voir, c'est que Flux, ce que je viens de vous dire, c'est qu'il est disponible sous plusieurs variantes. Donc il y a 1.1 Pro, Dev et Schnell, et on va voir la différence entre ces modèles-là, et ça va nous aider à comprendre la différence entre modèle de fondation et tout ce qu'il y a en dessous. La première chose, donc ça c'est un rendu de Flux Pro. Donc vous avez le prompt qu'il y a au-dessus. Bon, j'ai fait ça juste parce que j'ai vu Ghost in the Shell il n'y a pas longtemps, donc voilà, je suis pas allé chercher très loin l'inspiration. Mais donc voilà, donc ça vous donne un exemple du type de rendu que Flux Pro il peut faire. À partir de Flux Pro, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir le distiller. Donc faut bien comprendre que FluxDev, c'est pas encore un surentraînement, c'est pas un surentraînement de Flux Pro, c'est une distillation guidée. Et en fait, ce que ça veut dire, c'est que vous allez prendre, il faut vraiment le représenter comme ça. Donc vous avez Flux Pro, c'est le prof. Vous avez Flux 1 Dev, c'est l'élève. Et l'élève, il va essayer d'aspirer la connaissance du prof, mais en ayant des moyens plus limités, on va dire. Il va essayer de compresser la connaissance du prof pour essayer de la reproduire du mieux qu'il peut, on va dire ça. Donc vous avez vraiment maître et apprenti. Et avec cette idée que le maître, il maîtrise son truc, c'est vraiment l'état de l'art, et l'apprenti, il va essayer de copier, mais ce sera jamais aussi bien que le point de départ. C'est vraiment cette idée-là. Et en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner un prompt. Donc là, j'ai repris la même chose. On va donner un prompt à FluxDev, et on va lui dire, voilà, avec ce prompt-là, donc Flux Pro, il va dire à Dev, voilà, avec ce prompt-là, moi je fais ça. Et Dev, il va essayer d'apprendre de ça. Et ensuite, une fois qu'il aura suffisamment appris, on va faire l'inverse. Dev, on va lui donner un prompt, il va fabriquer des images, et Flux Pro, ça va être le discriminant qui va lui dire ça oui, ça non. Donc là, vous avez deux exemples. Vous avez un exemple, un résultat qu'on peut obtenir avec Dev, et vous avez un résultat que j'ai volontairement mal paramétré pour avoir une image ratée, mais ça vous donne une idée des artefacts qu'on peut avoir pendant un entraînement. C'est-à-dire que vous avez vraiment cette idée de discriminant Flux Pro qui valide, qui pondère. C'est pas aussi binaire que ça. Il donne plus des notes, et FluxDev, il est récompensé, on va dire, quand plus la note étant vers le haut, plus il se dit qu'il est dans la bonne direction. Et vous répétez ça assez longtemps,
Et en fait, à la fin, vous avez un modèle distillé. Donc, en gros, vous avez un modèle qui est plus petit, mais qui a des performances qui sont héritées du modèle de fondation sous-jacent. Donc là, vous avez le comparatif pro et dev. Donc, pour le même prompt, j'ai rien changé du tout. Donc, c'est vraiment un comparatif. Et vous voyez que globalement, Pro, il a tendance à avoir des trucs assez saturés, assez, on va dire, qui essaie d'avoir un peu travaillé au niveau du lighting. Il a un biais un petit peu plus cinématographique. Dev, c'est un peu plus flat, quoi. Et aussi, le niveau détail n'est pas le même, etc. Donc, mais avec Dev, on va voir après que c'est quand même assez intéressant parce qu'on peut en faire des choses. Parce que Dev, à la différence de Flux Pro, il est ce qu'on appelle open weight. C'est-à-dire qu'on peut le télécharger, on peut l'avoir sur notre machine. L'image que vous voyez, je l'ai générée en local sur mon ordi. Flux Pro, il n'est pas open. On est obligé de recourir à des services tiers pour l'utiliser. Donc vous n'avez pas accès. Vous ne pouvez pas le surentraîner, vous ne pouvez pas le modifier. Par contre, FluxDev, vous pouvez le télécharger et du coup, les poids ils sont ouverts, il est modifiable, il est entraînable et il est utilisable en local et on va voir pourquoi c'est intéressant. Avant de passer à la suite, vous avez aussi Schnell qui est une distillation de FluxDev. Donc vous avez Pro qui est le modèle de fondation, vous distillez une première fois, vous avez Dev, vous distillez une seconde fois, vous avez Schnell. Et la particularité de Schnell, c'est que c'est une distillation. Alors, c'est pas le bon terme, mais c'est souvent les modèles de ce type-là, ils sont référés sous ce mot-clé-là. On dit Lightning parce que c'est des modèles qui sont rapides. Il faut comprendre que, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais en gros, quand vous générez une image, on a dit au début que vous partez de noise et vous arrivez à une image. Et pour faire ce trajet-là, vous prenez un certain nombre de steps, un certain nombre d'étapes. Et FluxDev, il est conçu pour être capable de transformer du noise en image en 50 étapes, donc en 50 pas. Donc ça prend du temps parce qu'il y en a 50. Schnell, il est capable de faire la même chose en 6 étapes. Donc ça peut avoir son intérêt parce que ça permet d'itérer et de tester des trucs hyper rapidement. Par contre, vous voyez que niveau rendu, il y a un gros gap. Donc ça, pareil, ça dépend de ce que vous voulez faire, ça dépend toujours du cas d'utilisation, mais c'est des trucs qui existent et c'est des trucs qui sont hyper intéressants à utiliser parce que il y a cette espèce de granularité des use cases, c'est-à-dire selon l'utilité ou ce que vous voulez faire, vous allez plus, si vous avez vraiment besoin de rapidité, des fois c'est le cas, Schnell c'est super. Si vous avez besoin de plus de finesse, Dev c'est cool parce que vous pouvez l'avoir en local et vous pouvez générer 500 images. À part l'électricité que vous allez brûler là-dessus, il y aura pas de coût. Et Pro, c'est un service payant et opaque. Vous pouvez pas le surentraîner. Ça. Et ça, dans un contexte de production, c'est assez chiant de ne pas pouvoir entraîner sur un modèle parce qu'on ne peut pas trop spécialiser. On verra après ce que ça veut dire spécialiser un modèle, mais on peut pas faire ça. Donc c'est pour ça que Dev, ça a vraiment son utilité. Ça, c'est un peu un résumé de tout ce qu'on vient de dire et ça introduit les concepts, la différence entre fine-tuning et LoRa. C'est-à-dire qu'un fine-tuning, donc c'est complètement... donc là, jusqu'à maintenant, on parlait de distillation, d'accord ? Donc le principe de prendre un modèle, de lui faire apprendre des choses à un autre modèle plus petit pour avoir une espèce de proxy de ce modèle-là de fondation. Donc ça, c'est de la distillation. Maintenant, on va parler de surentraînement, qui est quelque chose d'assez différent. Donc le surentraînement, on va parler de Flux 1 Dev, puisque c'est celui que vous pouvez télécharger et celui que vous pouvez surentraîner. Donc vous avez deux types d'entraînement. Vous avez le fine-tuning. Donc le fine-tuning, vous allez prendre le modèle en lui-même et vous allez entraîner par-dessus. Vous allez vraiment changer le modèle en lui-même. Donc vous allez avoir une nouvelle variante du modèle. Donc ça crée ce qu'on appelle un checkpoint, puisque si vous voulez, vous faites ça s'appelle des checkpoints parce qu'en fait, quand vous faites votre entraînement, c'est plutôt un processus qui est continu et vous l'arrêtez à certaines étapes
et ça produit des checkpoints et vous en prenez un d'ailleurs. Pourquoi est-ce qu'on fait ce processus-là qui est un peu continu plutôt que de le laisser faire une très longue run et prendre le résultat à la fin? C'est parce qu'au bout d'un moment, vous avez ce qu'on appelle un overfit sur le dataset. Donc en gros, il va trop voir, la même chose et ça va introduire des biais. Si vous avez des choses qui sont statistiquement un petit peu trop redondantes dans votre dataset, où il y a des trucs, enfin, ça va introduire des biais, il va être aussi assez incapable de produire quelque chose qu'il n'a pas vu, parce qu'il aura trop vu de fois la même chose, donc il sera trop conditionné. Donc c'est pour ça qu'en gros, le processus optimal, quand on fait ça, c'est de faire un grand nombre d'étapes, et de temps en temps, je sais pas, toutes les 5000 steps, on va dire, donc un grand nombre d'étapes, et de manière incrémentale, vous lui dites génère-moi une image de ce truc-là. Et vous regardez, donc l'étape 1000, elle m'a généré ça, l'étape 10 000, elle m'a généré ça, l'étape 15 000, elle m'a généré ça, et puis 22 000, c'est cool, bon, bah, je vais prendre le checkpoint de 22 000. Donc voilà, c'est pour ça. Et ensuite, les avantages que ça apporte, c'est que ça peut avoir une spécialisation générale et large. Alors, spécialisation générale et large, c'est un peu antithétique, mais ce que je veux dire par là, c'est que si vous pouvez le spécialiser sur des choses qui sont assez larges, genre un style architectural, un style graphique, c'est pas quelque chose que vous faites pour spécialiser sur un objet bien particulier, par exemple. C'est ce qu'on va voir après pour les LoRa. Mais vous pouvez fine-tuner sur des thématiques qui sont hyper englobantes, genre un lieu, une ville, etc. Du coup, ça c'est assez cool et c'est assez précis. C'est toujours tributaire de la qualité de votre dataset, mais si le dataset est de bonne qualité, ça donne des trucs vraiment qui sont assez précis. Et ensuite, une bonne capacité de généralisation. Ça, c'est hyper important aussi. Quand l'entraînement il est bien fait, il est capable de dépasser son dataset et de produire des trucs sur lesquels il n'a pas été entraîné et de les prédire avec précision. Donc ça, c'est cool. Les downsides, on a besoin de beaucoup de ressources machines. Genre fine-tuner FluxDev, ça prend quand même... on ne parle pas d'un énorme cluster de cartes graphiques, mais ça prend quand même un GPU assez costaud, une bonne 50aine de gigas de VRAM, et ça prend plus de temps, surtout. Et ensuite, on a l'autre qui est un peu la version cheap, rapide, mais qui a vraiment son intérêt pour certains trucs, parce que finalement, ça n'a pas les mêmes applications. C'est le LoRa, donc ça s'appelle Low Rank Adaptation, et en gros, il faut bien comprendre que ici, lorsque vous allez générer une image, vous allez utiliser le checkpoint que vous avez créé. Ici, vous allez utiliser le modèle de base, donc FluxDev, et le LoRa, ça va être un petit fichier que vous allez mettre par-dessus Dev, et c'est ce fichier qui va venir patcher votre modèle et lui dire bah voilà, maintenant tu es spécialiste de ça, et c'est comme ça. Et, par exemple, si vous avez entraîné sur une personne, et il va lui dire voilà, cette personne elle ressemble à ça, elle a tel attribut et tout, donc votre modèle va devenir spécialiste d'un truc. Du coup, c'est ce que je dis là, on ne change pas le modèle de base, applicable à un sujet précis, personne, lieu ou un objet. Donc ça, pareil, si vous voulez je sais pas, si vous voulez générer des photos IA de quelqu'un, mais de manière hyper précise, je veux dire au grain de beauté près ou quoi, c'est ça qu'il faut faire. Ça vaut pas le coup de faire un checkpoint pour ça. Un objet, c'est pareil. Si je sais pas, qu'est-ce qui demande de la précision? Un packshot de pub, vous pouvez pas vous permettre qu'il y ait la moindre petite déviation sur le produit que vous shootez. Donc pareil, vous faites un LoRa avec suffisamment un bon dataset, ça va être précis. Et ensuite, c'est facile et rapide à entraîner, c'est-à-dire que à configuration égale, le fine-tuning, si c'est vraiment bien optimisé, on va dire que pour FluxDev, 50 Go de VRAM, on va dire que ça va être une 15-16 heures à peu près. Vous faites ça overnight, ça passe. Un LoRa, c'est 1h30, 2 heures, pas plus. Du coup, voilà, ça peut avoir son intérêt. Et comme je vous disais, c'est pas les cas appliqués, c'est pas les mêmes cas. Enfin, la plupart du temps, 80% du temps de ce que je vois en prod, c'est overkill de faire un fine-tuning. Un LoRa, c'est bien suffisant. Le downside, c'est que c'est peu généralisable, ça a parfois du mal à dépasser son dataset, donc ça c'est un peu le contraire du
du checkpoint fine-tuné. Donc en gros, il est vraiment spécialiste de son truc et il va pas inventer. Il va pas être capable de généraliser et de sortir de son dataset. Il va pas être capable d'inventer quelque chose qu'il n'a pas vu. Du coup, voilà. On va voir déjà quelques exemples de fine-tuning et pour vous illustrer un petit peu à quoi ça peut servir. Donc ici, vous avez un comparatif entre FluxDev et Flux. D'ailleurs, c'est pas le bon nom, c'est FluxDev Crea, peu importe. En gros, ça, c'est un fine-tuning de FluxDev qui a été fait par Crea. Si vous avez déjà utilisé de Gria en ligne, peut-être que vous avez déjà utilisé Crea. C'est une appli en ligne ils sont forts sur l'interface, c'est-à-dire qu'ils rendent des trucs qui sont a priori assez difficiles à comprendre, assez faciles à prendre en main pour des gens qui sont vraiment débutants. Donc, c'est crea.ai, je pense. Voilà, allez googler. Si vous avez jamais joué avec ça, c'est une bonne introduction. C'est pas en c'est un jouet avancé. Hein. Ça fait pas des trucs que vous pouvez prendre en prod, mais ça peut faire des bonnes bases. Genre, ça fait des super maquettes par exemple ou des prévis quoi. Mais du coup voilà. Donc ça et du coup pour vous dire cette boîte là. Donc, de par leur activité, ils avaient de la data sur leur utilisateur et tout, et donc ils se sont dit, bon bah tiens, est-ce qu'on ferait pas un modèle avec ça? Donc ils n'ont pas fait un modèle de fondation, ils ont fait un fine-tune de Flux qui est, comme vous voyez, hyper orienté, plus cinématographique et réalisme. Là, il faut vous dire que c'est exactement les mêmes paramètres avec exactement le même prompt, et là on arrive à ça directement juste en utilisant le fine-tune de Crea. Donc c'est vraiment un surentraînement pour le pousser vers plus de réalisme de manière un petit peu plus immédiate, on va dire. Ensuite, je ne sais plus ce que j'ai mis. Ah oui, là, il y a aussi... donc ça, c'est un fine-tune qui a été fait par une grosse boîte. Il y a aussi des fine-tunes communautaires. Il y a, si vous ne connaissez pas, il y a Civit AI, qui est un site de partage de plein de trucs, workflow, modèle, il peut y avoir des checkpoints, il peut y avoir des LoRa, il y a encore plein d'autres trucs. Et c'est un site de partage communautaire où les gens qui entraînent des trucs, ça peut être tout et n'importe quoi, peuvent partager ça, et c'est vraiment un hub où vous pouvez échanger des ressources d'IA. Et du coup, là-dessus, je me suis dit, bon, bah, voilà, je vais tester, j'en ai pris un au hasard vraiment, je vais tester de prendre DNA2 pour voir. Donc là, vous voyez, DNA2, c'est entraîné sur un style genre un peu rétro-futuriste, avec des couleurs un peu vives, mais en même temps une patte un peu photo vintage et quoi. Et du coup, ça donne ça quand je lui donne, ce prompt-là. Donc en gros, ça... Pour vous donner un peu un tour d'horizon sur les différentes choses qui sont possibles de faire à partir d'un seul modèle. Là, tout part de FluxDev, et en fait, juste parce que vous êtes capable de le télécharger et de fine-tuner par-dessus et de réentraîner par-dessus, vous êtes capable d'améliorer le style. Là, ce qu'on voit, c'est que ici, la qualité de rendu est globalement supérieure au truc de base, quoi. Là, bon, qualitativement, je dirais que c'est assez équivalent, mais par contre, il y a un style qui est vraiment marqué dans le checkpoint, et ça peut avoir son intérêt. Genre, si vous faites des prods si vous avez besoin de générer des trucs, que ce soit n'importe quoi, hein, des MP ou n'importe des assets, quels qu'ils soient, pour une prod qui a un style graphique vraiment hyper marqué, bah, vous faites un checkpoint de ça, que vous conservez en local, hein, tout est en local, vous n'êtes pas obligé de shooter vos données sur un serveur, c'est pour ça que c'est hyper intéressant, et du coup vous pouvez utiliser ça pour juste générer ce dont vous avez besoin. Donc ça, c'est des use cases qui sont assez cool. Ensuite, on va passer au LoRa avec un exemple qu'on a fait ça remonte un peu. L'exemple de Brusky. Donc en gros, j'avais entraîné un LoRa sur Brusky. Et là, ça vous montre un peu. Donc ça, c'est une méthode un peu old school. Le dataset, il ressemblerait pas à ça aujourd'hui, mais genre en gros, c'est pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Donc en gros, ce qu'on fait, c'est on prend de la matière. Peut-être
dire un mot sur Bruce Lee avant. Ouais. Juste une petite pause, vite fait. Non, en fait, sur Bruce Lee, le projet, l'idée, donc c'est une pub où ils veulent Bruce Lee, donc un deepfake. Le problème, c'est qu'ils avaient pris... Donc nous, quand il y a un deepfake, en général, il y a de la supervision sur le tournage. On oriente le tournage pour que ça soit bien fait. Et donc là, c'était un tournage, je crois, à Hong Kong. Et donc Nicolas pouvait pas y aller, mais il les a eu par téléphone, on les a orientés. Et évidemment, on a dit que la doublure devait avoir la même morphologie que Bruce Lee, parce que c'est un peu la base, si on veut que ça marche correctement, facilement. Et le problème, c'est que la doublure n'avait pas pu passer la douane parce qu'elle n'avait pas son passeport. Donc ils ont pris un autre acteur. Et l'acteur ne ressemble pas du tout à Bruce Lee. Il a la tête carrée et vous allez voir donc la différence. Et aujourd'hui, donc là, ce que va vous expliquer Nicolas, c'est une façon dont on a travaillé il y a un an et demi. Aujourd'hui, des fois, on pourrait retravailler cette façon, mais on a aussi trouvé d'autres méthodes. Et c'est aussi parce que cette façon de travailler, c'est le fait d'entraîner le modèle sur toute une base de données de films de Bruce Lee. Ce qui peut aussi poser des problèmes de droit. Voilà. En général, quand on fait ça, c'est vu avec la prod. Hein. Enfin, c'est-à-dire qu'on n'est pas là, on n'est pas là à voler quoi que ce soit. Genre la prod, elle est au courant. Enfin, des fois, c'est même eux qui nous fournissent les data en fait. Et donc, du coup, voilà pour le petit point legit. Et donc du coup, voilà. Donc ce que j'allais dire, en gros, ce que vous faites, donc vous avez les films à Bruce Lee. Et vous les regardez tous en x5 et vous cutez toutes les séquences où Bruce Lee il apparaît. Ensuite, ensuite, une fois que vous avez toutes ces frames-là, vous passez par une séquence où vous allez extraire son visage. Donc vous passez d'images comme ça à des petits crops carrés qui sont centrés sur le visage de Bruce Lee. Donc là, je vous ai mis 2 lignes, mais je pense que le dataset sur Bruce Lee, il devait faire 20-25 000 images, un truc comme ça. Donc c'est long. Et ensuite, il faut cleaner le dataset. Donc là, c'est pareil, on fait passer des algos là-dessus. Donc ça peut être... petite parenthèse technique, ça va durer 30 secondes. Genre... vous pouvez, vous avez des stats sur les images, vous pouvez les ranger juste par similarité d'histogramme. Vous pouvez regarder PSNR ou des trucs comme ça pour jauger la qualité des images ou ce genre de choses. Et en gros, vous mettez des filtres et de manière incrémentale, vous allez écumer le dataset jusqu'à ce qu'il vous reste un nombre d'images, on va dire, raisonnable. Donc moi, j'ai été 20-25 000. 20-25 000, c'est cool pour cette technique-là. Il est Laura aujourd'hui, ce que je disais avant, ça nécessite une vingtaine d'images, pas plus. Donc il y a un petit gain de temps. Et du coup, voilà, donc ça c'est une technique un peu old school, mais genre, bon, voilà, ouais, qui prend du temps. Et ouais, du coup, voilà. Et là, c'est une image qui est générée via un LoRa que j'ai fait de Bruce Lee. Donc c'est un peu pour vous montrer la précision qu'on peut avoir. Et en gros, ce qui est intéressant de voir, c'est que mais il a même calqué, alors je sais pas si on voit bien là, mais en gros sur l'image high-res, on voit qu'il a calqué même le grain du film, il a capté la texture des films de Bruce Lee, parce que vu que c'est tout la même époque, il y a une espèce de grain dans le... Donc il capte même ça. Donc c'est pour vous dire à quel point il est capable de capter les détails quand vous faites de l'entraînement sur des trucs comme ça. Donc ça, c'est de la génération qui peut être vraiment hyper précise. Et après... Ah ouais, donc ça, c'est une petite passe technique sur comment on entraîne, très rapidement. Vous allez entraîner ce qu'on appelle 2 auto-encodeurs. Donc ça, c'est la méthode old school. 2 auto-encodeurs. Un auto-encodeur, il fait un truc, genre il encode un machin, il le compresse d'une certaine manière, et il le redécode pour retomber sur son point de départ. Donc en gros, ce que vous allez faire, là vous avez le stunt, donc la doublure, là vous avez Bruce Lee, et vous allez entraîner un premier modèle à décrire le visage de la doublure. Vous allez avoir la petite description, qui est ce petit post-it rose. Et ensuite, à partir de cette description, vous allez entraîner un autre modèle à produire la tête du cascadeur.
Donc en gros, en faisant une chaîne comme ça, et par rétroaction, donc lui, il montre son image à lui et lui dit bon bah voilà, c'est pas ça parce que l'image de départ c'était ça, tu devrais faire ça, un peu comme ce qu'on a vu au début finalement. Donc du coup, en faisant des boucles comme ça sur votre dataset, vous allez avoir 4 modèles. Donc un modèle capable de super bien décrire le visage du cascadeur, un modèle capable de super bien reconstituer le visage du cascadeur sur base de description. Et vous allez faire la même chose pour Bruce Lee. Et pour faire le deepfake, vous allez swapper l'entrée et la sortie. Donc vous avez votre deepfake avec, le rush tourné avec le cascadeur. Vous allez le passer dans le modèle qui va décrire son visage. Et pour le décoder, vous n'allez pas prendre ce modèle-là parce que vous ne voulez pas reconstituer le cascadeur, vous allez prendre ce modèle-là. Vous allez reprendre le modèle qui, sur base d'une description, peut reconstituer le visage de Bruce Lee. Et c'est comme ça que vous swappez, un cascadeur en quelqu'un sur lequel vous avez entraîné un dataset. Ça, c'est pour vous montrer le résultat. Je pense que j'ai pas trop... Est-ce que j'ai tout pris? Je sais plus. Ouais, j'avais pris ta vidéo. Donc voilà, ça c'était quelques cuts de la pub qu'on avait fait. Et après, je sais plus. Ah ouais, ça, un passage rapide sur la création de l'aura. Alors, j'ai pas eu le temps de recréer des trucs cohérents, donc tout ce que je vais vous montrer là, c'est méga décousu, mais il faut voir ça comme une méthode globale dont chaque étape n'est pas forcément interconnectée. Donc ça, c'est un dataset d'un véhicule militaire que j'avais fait pour une prod. En gros, il y avait une prod, le réal, il voulait ce véhicule-là, mais c'était celui-là, c'était pas un autre, c'était celui-là. Posé dans un shot, de visée de la 3D, ça passait pas au niveau budget, bon, etc. Du coup, ce qu'on a fait, c'est faire un dataset de ce véhicule-là. Donc, en gros, un dataset de l'aura, à la différence de ce qu'on a vu ici, c'est que ça se présente sous cette forme-là. Donc, en gros, vous avez, je les ai pas toutes mises, je pense que là, j'en avais une vingtaine, 20-25 par là. Vous avez une collection d'images que vous labellisez. Et vous voyez que, en gros, vous avez ce qu'on appelle un trigger word, qui est un mot-clé qui va dire au modèle, tiens, je dois faire appel à ce LoRa-là. Et en gros, vous allez référer à votre objet via ce trigger word-là. Donc là, vous voyez que dans toutes les phrases, je décris le véhicule sous le nom Kirpi, qui est le vrai nom du véhicule. Mais c'est un nom assez singulier pour que je sois à peu près sûr que le modèle n'ait pas été entraîné sur ce mot-là et que, en gros, ce mot-clé-là soit libre dans l'esprit du modèle. C'est très schématique, mais genre, c'est pour vous expliquer. Mais genre, en gros, il faut que vraiment que le mot sur lequel vous entraînez ce soit pas rapporté à quoi que ce soit d'autre. Sinon, vous allez polluer vraiment votre entraînement et c'est pas ça qu'on veut. Donc ça, voilà, c'est un dataset typique d'un LoRa, donc avec de la description. Et ensuite, bon, ça n'a rien à voir, mais ça va faire sens à la fin. Et ensuite, ce qu'on peut faire, c'est vous avez votre LoRa et du coup vous êtes capable de générer, là dans ce cas-là, j'étais capable de générer le véhicule dans n'importe quelle position de manière guidée. En fait, ce que je faisais, c'était, j'avais mon shot, donc ma hero frame, donc exactement comme quand vous préparez une frame pour le DMP. Et en fait, ce que je faisais, c'est juste, je posais un cube en 3D dedans, ça me donnait l'orientation et l'outline du véhicule, et je lui disais, bon bah voilà, avec cette orientation-là, dans cette box-là, tu me génères le véhicule sur lequel tu as été entraîné. Et du coup, je pouvais contourner ce qu'on reproche à l'IA, le manque de contrôle, etc. Donc là, j'avais un contrôle hyper fin sur la manière dont il était positionné, l'inclinaison et tout. En plus, le plan était un peu en top view, mais il était un peu loin, donc la perspective a été chiante. Donc c'était cool de pouvoir avoir vraiment ce contrôle assez fin là-dessus. Et du coup, via des méthodes comme ça, bah, en fait, en combinant avec d'autres techs, bah, vous pouvez avoir un contrôle super fin sur vos générations, avec l'avantage que c'est généré en contexte, c'est-à-dire que le modèle, quand il générait mon camion, il regardait ce qu'il y avait autour, donc il était directement lighté, les ombres étaient dans le bon sens, il était à l'échelle, etc.
Donc ça apporte vraiment pas mal de gains de temps. Et ça a grave de l'intérêt pour ce genre de use case, quoi. Parce que oui, aujourd'hui, nous, chez Digital, ce qu'on fait beaucoup, c'est donc des templates ComfyUI adaptés à Nuke, dans lequel le graphiste peut appeler directement des fonctions, donc générer ce camion lui-même dans le plan dans Nuke. Et donc du coup, ça ouvre des possibilités pour faire des matte painting, créer des éléments. Voilà, ça c'est la première étape qu'on avait mis en place avec ComfyUI dans Nuke. Le deuxième truc que je voulais vous montrer, c'est du caractère swap. Donc ça, c'est pareil, ça c'est fait dans Comfy aussi. Et si jamais il y a des gens qui sont pas ouverts, je dis Comfy depuis le début, si jamais il y a des gens qui sont pas ouverts sur Comfy, on pourra en parler après. Ça, en gros, c'est un modèle qui vous permet à partir d'un entraînement. Là, j'ai juste fait, ce que j'ai fait, c'est j'ai pris la première frame de la vidéo. J'ai donné un alpha de la femme et je lui ai dit mets-moi quelqu'un d'autre à la place. Et après ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une séquence guide, donc qui retranscrivait le mouvement, la profondeur, la géométrie. Enfin bon, je sais pas si on peut parler de géométrie pour un corps humain, mais bon, vous avez compris. Et pour lui passer tout ce qui était geste et timing, etc. Et du coup, il était capable de me générer ça. Une génération comme ça, donc j'inclus pas le temps de faire le workflow Comfy là-dedans, quoique même c'est assez rapide, mais une génération comme ça, 10 secondes, ça met à peu près 17-18 minutes à se rendre, donc c'est cool parce qu'on peut itérer assez facilement et surtout on peut faire des passes, on peut faire ça, c'est pas un résultat figé, vous pouvez tout à fait reprendre cette vidéo, refaire une deuxième passe dessus, etc. pour rajouter du détail. Là, on voit que le lighting est un peu off, et la texture de sa peau, elle n'est pas incroyable non plus. Ça, c'est des trucs qui se règlent de manière assez simple en plus. Donc, du coup, ça, c'est assez cool parce que vous pouvez vraiment itérer beaucoup là-dessus et vous pouvez avoir un résultat qui est assez nice en vrai, vraiment pas énormément de temps. Enfin, je veux dire, ça, pour le mettre final, je prendrais peut-être 2 jours et demi pour avoir un bon résultat. Si je devais le faire si je devais le comper dans Nuke ou quoi, bon, ce serait beaucoup plus, quoi. Donc, du coup, ça ouvre des portes qui sont assez cool, quoi. Donc ça, ouais, c'est des trucs qu'on explore aussi. Et pour finir, alors je voulais vous faire un exemple, mais j'ai pas eu le temps. Du coup, ça c'est le seul truc qui vient pas de chez nous, mais ça c'est un truc qu'on utilise aussi. Et en fait, c'est un truc qui est sorti il y a pas très longtemps. Ça s'appelle One Animate. Et en gros, vous lui donnez une performance d'acting. Ça peut être performance faciale, ça peut être gestuelle, comme vous voyez. Vous lui donnez une référence de personnage. Et c'est assez évident ce que ça fait, ça le transfère. Et pareil, ça peut, ça c'est assez cool. Ça a ses limites en termes de résolution, en termes de nombre de frames que c'est capable de processer, mais pareil, ça apporte quand même des possibilités qui sont assez cool à explorer. Là, c'est un peu con parce que je me rends compte qu'il fait beaucoup d'animes. Ça marche pour le photoreel, ça marche avec les gens et c'est assez convaincant quand on le fait avec des personnes. Donc ouais, je pense que c'était la dernière. Et du coup, ouais. ça c'est l'équivalent de Runway Act 2, mais en libre de droit, quoi. Enfin, en open source, pardon, pas en libre. Ouais, Runway Act 2. Bah, Runway Act 2, c'est juste pour la performance, quoi. Ou Act 2, je sais pas si Act 2 il prend l'acting du corps. Act 2, je sais qu'il est super fort pour tout ce qui est facial features. Mais je sais pas s'il fait les mains comme ça. Je sais pas s'il est capable de faire ça, mais bon voilà. Donc ça c'est un truc pareil. C'est open source, c'est gratos, c'est téléchargeable. Il faut un gros PC, mais c'est testable hyper facilement. Il y a une petite barrière technique à l'entrée, mais c'est très documenté, quoi. Donc voilà. Parce que l'idée chez nous, là, c'est donc en termes de production, d'industrialisation, de légalité, etc. On a investi donc dans du matériel, des bonnes bécanes qui font tourner donc ComfyUI, les modèles IA sur les bécanes, et donc qui demandent beaucoup de VRAM. C'est en local pour aussi s'assurer que les données sont chez nous et pas sur des plateformes tierces.
Et le but, c'est d'utiliser évidemment des modèles open source. C'est pour ça que tout ce que vous a présenté Nicolas, c'est que de l'open source. Enfin, à part Flux Pro, je pense. Sur le reste. Non, FluxPro, il est juste, ouais, c'est le seul. Sinon, tout le reste, tout ce que j'ai montré, c'est installable et testable en local. Donc voilà, donc là nous on rentre dans une phase où on arrive à répliquer ça sur plusieurs postes avec plusieurs graphistes. Donc là aujourd'hui le but c'est pour ça que Nicolas est là depuis à Paris, c'est pour former les graphistes chez Digital et donc d'avoir plusieurs personnes qui sont capables d'utiliser tout, ComfyUI, les modèles et de répliquer ce travail dans d'autres cas. Voilà. Moi j'ai fini. Si vous avez je pense qu'on peut passer aux questions. Ouais, le dataset que vous avez montré pour les véhicules, là, c'était la totalité des images que vous avez utilisées ou il y en avait beaucoup plus? Non, celui-là, il y en avait une vingtaine à peu près. Là, c'est ce que je disais, les LoRa, c'est beaucoup moins gourmand, ça généralise beaucoup plus. Parce que c'est pas la même technologie pour ce que j'ai montré avant, Brusky, le dataset Ultramastock, c'est des auto-encodeurs avec un GAN par-dessus, donc en gros, ça a besoin de beaucoup de données pour apprendre. Là, c'est des diffuseurs, et les diffuseurs, c'est assez malléable et assez versatile parce qu'ils ont déjà un pré-entraînement. Et là, tout ce que tu fais, c'est juste les spécialiser et les focuser sur un sujet. Mais il y a déjà un pré-entraînement qui est tel en amont qu'il y a besoin de beaucoup moins de data. Tandis que les auto-encodeurs et les GAN, ils partent de zéro à chaque fois. Et les textes, vous les avez fait à la main ou générés à partir d'une autre IA? En général, ceux-là, je sais plus. Maintenant, j'ai un workflow dans Comfy pour ça. Donc je fais tourner un modèle de langage en local sur mon PC, je lui donne les images et en instruction, je lui dis qu'il doit décrire vu la tête des captions, je les ai faites à la main, mais maintenant, ce que je fais, c'est que je lui dis tu réfères à ce sujet via ce mot, donc je set le trigger word. Après, je lui dis tu décris dans cet ordre, donc le support, photo, illustration, photo noir et blanc, etc. Photo de le trigger word dans la position portant tel ou tel vêtement, faisant telle ou telle action dans tel ou tel environnement avec tel lighting, etc. Donc en gros, je décris tout ce que je veux changer et j'ignore tout ce que je veux pas changer. Donc en gros, je ne décris pas le visage du sujet si c'est quelqu'un. Et par contre, tout ce que je veux être capable de changer, donc la position, ce qu'il porte, l'environnement, son action et tout, ben là je le décris. Et donc du coup, j'ai un modèle pour j'ai un workflow pour le faire, donc c'est super pratique parce que tu charges juste l'adresse du dossier, tu appuies sur un bouton, tu reviens 20 minutes plus tard, c'est terminé. T'as juste je fais quand même une relecture parce que un LoRa entraîné sur des captions qui sont pas fous, c'est pas que ce sera pas bien, c'est que ce sera nul. Et du coup, faut faire gaffe à ça. Mais par contre, que pour la passe d'automatisation pour faire les captions, ça fait gagner carrément du temps. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation, c'est très cool. J'avais une question, vous avez parlé d'industrialisation du coup dans le pipeline graphique. Est-ce que vous avez pensé par exemple à faire une render farm avec un ComfyUI? Est-ce que vous avez pu mettre ça en place? On a un truc pour shooter les jobs sur Deadline. Donc ça, on a. Ce qui est vraiment chiant avec Comfy, c'est que, surtout pour la vidéo, il a besoin de toute la fenêtre de contexte. Et tu peux pas paralléliser ça, c'est pas distribuable sur plusieurs nœuds. Genre, c'est pas comme dans Nuke où tu lui dis fais-moi la frame 1200. La frame 1200, elle a pas de dépendance, quoi. Et juste, il déroule son script et puis c'est fini. Ce qu'il faut comprendre avec la génération de vidéos, c'est que quand on fait une vidéo de 50 frames, les 50 frames, elles sont toutes avancées parallèlement, tout en même temps. Et c'est parce qu'elles sont toutes interdépendantes et c'est comme ça que le modèle, il a conscience de ce qui se passe chronologiquement dans la suite d'images. C'est comme ça qu'il garantit une
une continuité en fait, parce que sinon en gros chaque chunk tu pourrais les quoique même pas, mais genre imaginons que tu pourrais paralléliser des chunks, à chaque fois que tu raccrocherais, que tu passerais de l'un à l'autre, tu aurais une saute, mais pas une petite saute, genre ça n'aurait rien à voir quoi. Donc du coup ça c'est la limite. Pour le moment on peut pas paralléliser ça. Y a des gens qui bossent sur le sujet. Il y a un gars qui a publié un repo sur Comfy pour le paralléliser. Et encore, c'est pas toutes les opérations, c'est que certains trucs. Et donc du coup, voilà, ça c'est des trucs qui sont explorés. Mais là, pour le moment, tu peux pas paralléliser un job Comfy. Pour simplifier aussi, c'est nous là, avec les outils actuels, on a des machines qui peuvent faire tourner ça. Il y a des machines qui peuvent pas, mais les graphistes peuvent lancer sur la farm. Pour l'instant, c'est on va dire le pansement. Et évidemment, investir dans une farm qui gère de l'IA, c'est les questions à venir. Mais après, voilà, il faut voir combien, quel coût, etc. Et du coup, niveau IT, niveau machine, ce que j'ai compris, normalement, il vaut mieux être sur du Linux, où vous avez pu avoir quand même des graphistes qui sont sur Windows, et je sais pas. Bon, Digital est sous Windows, qui est plus quelque chose que je subis qu'autre chose, mais c'est comme ça. Bon, écoute, je sais pas si tu as déjà fait du Nuke ou du Houdini sous Linux et après tu es passé sous Windows, tu le sens, Comfy c'est pareil. Et surtout tout ce qui est là, c'est en plus des trucs qui sont assez sensibles parce que tout ce qui est bibliothèque d'optimisation, des trucs qui sont, je vais pas aller dans le détail, mais si ça t'intéresse, on pourra dig un peu plus. Mais genre, en gros, tout ce qu'il y a en background de Comfy, c'est très sensible à ce genre d'optimisation. Et il y a quand même des trucs qui sont dispo sous Windows au prix de longues heures d'installation buggée, mais ça finit par marcher au bout d'un moment, alors que sur Linux c'est natif. Bon, s'il y a une render farm Comfy, ça ferait du sens que ce soit une base Unix au moins. Je dis base Unix pour inclure les Mac parce que en gros, je suis très anti, mais en gros, franchement, une render farm dont les nodes sont des Mac mini, c'est quand même surpuissant et ça coûte pas très cher. Et du coup, ce serait un truc qui serait intéressant à explorer pour Comfy. Mais là maintenant, comme on disait, en gros, là ce qu'on fait, c'est qu'on a un pool de machines 3D, donc des grosses workstations qui sont capables de rendre du Houdini ou du Maya assez costaud. Puis on pioche dans ce pool-là pour quand on a des jobs Comfy, quoi. Donc voilà, c'est ça qu'on fait pour le moment. Merci. Alors moi, je voulais savoir quel est le pourcentage d'IA dans vos productions, si vous en... Enfin, déjà ça. Ouais. Non, et après, si vous avez d'autres exemples des use cases, parce que là, vous nous avez montré Bruce Lee, le camion, est-ce que c'est plus en image fixe, des cas concrets, en fait, au jour le jour? Alors là, le sujet, c'était ça. Après, on ne peut pas dépasser non plus dans le temps trop longtemps. On pourra vous montrer d'autres exemples une autre fois. Après, l'IA chez Digital District, ça fait longtemps qu'il y a de l'IA dans les logiciels, on le sait tous. Évidemment, la roto, évidemment, on commence à faire des objets 3D en IA. Il y a faire des maps de profondeur. Enfin, tout ça, oui. Pour moi, c'est l'IA en termes, on va dire, d'outils qui est déjà complètement accepté. On n'en parle même plus. Après, c'est plutôt l'IA en termes de génération d'images et de vidéos qui est un sujet, parce que ça évolue très vite. C'est comment on l'intègre, comment on fait. Voilà. Mais oui, faire des props en 3D aujourd'hui, ça commence à devenir un peu monnaie courante. Il y a aussi des orientations qui sont un peu plus techniques. Tu vois, par exemple, tu as des modèles qui sont super bons pour faire du clean, par exemple. Tu as des modèles qui sont hyper bons pour segmenter et qui ont des optimisations qui sont telles que si l'objet à segmenter il sort du cadre et il re-rentre ensuite, il ne le perd pas, il le garde. Donc il y a ce genre de use case là où là tu peux avoir... Et pour le coup, la roto, on en est à un point où il y a plusieurs... j'ai dépanné plusieurs prods... j'ai dépanné plusieurs prods qui avaient besoin de roto de manière un peu express, quoi.
Et il y a des shots, enfin vraiment, ça sort, c'est pixel près, tu peux avoir les cheveux, tu peux avoir, à une finesse. Même, enfin, je veux dire, même une équipe AAA d'Indiens fait pas ça vraiment. Ah ouais. Et non, mais vraiment. Et c'est juste pas. Il y a deux trucs. En fait, c'est sur les poils et sur les cheveux. Quand que shot s'y prête, hein, c'est pas tous, mais quand ça s'y prête, c'est vraiment d'une finesse et d'une précision qui est pas humainement atteignable en fait. Et le deuxième truc, c'est que c'est super rapide. On a un outil de roto IA qu'on a déployé, enfin qu'on a fait un peu, qu'on a déployé, qu'on a empaqueté et qu'on a mis dans notre pipeline pour présenter le truc et pour faire la démo de ce tool-là. J'ai pris un shot de 900 frames Steadicam qui suit un mec de dos. J'avais l'alpha du gars, je pense que ça a pris 10-11 minutes et 900 frames et c'était parfait quoi, c'était bien. Enfin, avec toute l'occlusion et tout, c'est-à-dire, s'il passe sa main comme ça derrière, le masque il va s'arrêter là, etc. Donc c'est vraiment bien. Et du coup, combiné à ça, et ben tu passes cet alpha-là qui est super cool à un autre modèle qui peut cleaner un objet. T'as une clean plate, bien aussi quoi. Donc, et il y a d'autres use cases, mais ça, c'est plutôt tu demandais des trucs concrets. Donc ça marche déjà bien dans votre pipe, les rotos ça marche et bien, le clean. Ouais. C'est toujours avec la limite qu'il faut que ça s'y prête, mais en fait, que les contraintes deviennent de moins en moins serrées, quoi. Et plus ça avance, plus tu peux traiter des plans compliqués ou diverses avec ces technos-là. Et là, pour le coup, le gain de temps, il est vraiment substantiel. Ok, merci. Bonjour, merci pour la présentation. Ces outils tels que ceux qui proviennent de Flux, finalement, ils proviennent d'un monde qui est quand même assez grand public, c'est-à-dire qui se préoccupe pas d'avoir des dynamiques élevées, d'avoir des profils de couleurs professionnels. Comment vous adaptez par rapport à ça ? Il y a deux approches. Vous disiez quoi ? Donc, l'aspect dynamique, la dynamique, les espaces de couleurs et tout ça. Quoi, ouais. qui sont déjà... Les espaces de couleurs sont maintenant assez bien gérés dans Comfy. Donc, on peut, de la même manière qu'on importe un truc, à peu près n'importe quoi dans Nuke et qu'on le linéarise correctement, ça est disponible dans Comfy. Donc ça, c'est plutôt un souci. Par contre, le truc, c'est qu'on est toujours bloqué en 8 bits. Donc ça, c'est un truc qu'on n'a pas encore dépassé. Là, pour le moment, on est en train d'étudier des solutions que je peux pas trop détailler, mais genre, en gros, on est en train d'essayer de contourner ça de manière assez artisanale, et ensuite on va le faire marcher, et ensuite on en fera un tool un petit peu plus robuste. Mais là, c'est des trucs qu'on cherche. Enfin, clairement, on cherche là-dessus. La dynamique de couleur, c'est un souci. Oui et non, ça dépend à quelle étape du processus vous vous placez. En gros, quand on sait qu'on va attaquer un shot avec de l'IA, on a tendance à aborder ça avec un pipeline un peu pub. C'est-à-dire qu'on va intervenir, on va faire le compo assez tard dans le processus sur un grab ou sur une séquence d'images qui a déjà un grading ultra proche du résultat final, quoi. Justement pour que y aura toujours un petit peu de dynamique. Enfin, c'est quand même du 8 bits, on fait des trucs avec quand même, genre c'est pas du 32 float, mais on fait quand même des trucs avec du 8 bits. Mais donc voilà, on fait en sorte que cette petite dynamique qui est permise par le 8 bits soit assez, mais c'est effectivement un problème. Du coup, voilà, on fonctionne comme ça. Mais c'est des trucs si c'est prévu suffisamment en amont, c'est des trucs qui sont carrément contournables. Il n'y a pas trop de problème pour ça. En gros, la méthodologie actuelle, c'est de faire préétalonner les images fixes IA avant de générer le plan. Comme ça, on a l'étalonnage. Donc, c'est une contrainte pour l'étalonneur et la production, parce qu'ils ne peuvent pas revenir sur l'étalonnage, ou très peu. Et après, moi, ce que je dis souvent, c'est que pour l'instant, on en est au stade on génère des stock shots, quoi, en gros. Donc, ça, on le sait le faire. On a déjà eu des stock shots dans des Arbonewk, on sait les gérer, on sait les upscaler, on sait remettre du grain, Donc là, on en est à ce stade-là pour la génération vidéo dans une compo Nuke, on va dire.
Pour la création, ouais. Bonsoir, merci pour cette présentation. C'est mon premier contact avec votre métier là, donc c'est un peu voilà. Est-ce que ce serait pertinent pour les cascadeurs ou les comédiens qui n'ont pas forcément leur vocation à voir leur visage, d'avoir leur l'aura avec eux déjà fait? Ouais. Non, ouais, non, carrément. Je suis en train de réfléchir. C'est un modèle qui va être pérenne, en fait. Ouais. Non, mais je suis en train de réfléchir. Je m'étais jamais posé la question. Je suis en train de réfléchir au truc. Ouais, ce serait, à ce compte-là, ce serait plutôt du côté, si on fait le distinguo entre cascadeur et comédien, ce serait plutôt du côté comédien où il y aurait un intérêt, puisque c'est le visage du comédien qu'on veut générer in fine. Après, bon, on peut. Oui, ça pourrait. Par exemple, il y a des acteurs et des actrices qui obligent, pas spécifiquement en Europe, mais beaucoup plus aux États-Unis, mais où c'est dans leur contrat que dans le budget VFX, on les veut dans le film, il faut qu'il y ait un budget VFX pour un lifting. Eux, ça peut avoir du sens s'ils fournissent a priori un modèle qui fait le visage exactement comme leur agent ou leur agence ils veulent dans le film. Donc dans ce cas-là, ça peut avoir un réel intérêt dans ce cas-là. Sinon, dans les autres cas, en fait, un LoRa, ça coûte tellement rien à faire que je dirais qu'il vaut mieux faire un LoRa par film parce qu'il y aura des particularités singulières à un film qui seront des trucs qui seront intrinsèques d'une certaine production. Alors, je ne sais pas s'il y a un costume, s'il y a certains maquillages, s'il y a du make-up, s'il y a une cicatrice ou j'en sais rien, ou ce genre de choses. Donc, en fait, faire un LoRa, c'est tellement pas contraignant. Ça met dans un cas où, comme je viens de dire, où il y a du de-aging à faire ou une passe de beauty et qu'il y a vraiment un look qui est arrêté et loqué, là, ça pourrait avoir du sens, ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Est-ce que vous avez essayé d'entraîner des LoRa sur des modèles 3D, genre des rendus de modèles 3D? Vous faites une tournette avec différents éclairages, différents HDR et moi, j'ai pas fait, mais ça se fait. Ouais, j'ai vu des trucs, j'ai vu des gens. Moi, je l'ai pas fait personnellement, mais j'ai vu des gens le faire. Ouais. Ça peut avoir l'intérêt que je vois surtout, c'est pas de remplacer un rendu 3D, parce que si il y a l'asset 3D et qu'on est capable de le rendre, bon rendons-le. Ça sera peut-être que ce sera plus long, mais ce sera vraiment exact, quoi. Donc le truc que je vois, c'est pour faire des prévisualisations super rapides. C'est-à-dire que on a comme ça une tournette avec différents HDR qui nous plaisent bien. On fait un LoRa du truc. Et ensuite, on a juste à rendre une passe de Z de l'asset. On donne la passe de Z au modèle, on donne le LoRa. Et on lui dit, vas-y, fais-moi le rendu. Et ça va prendre, dépendant de la résolution, mais pour du 4K, ça va prendre peut-être 45 secondes. Et tu vas pouvoir prompter le lighting, le comportement des textures et tout. Donc tout ça pour faire du probing ou du look dev sur des textures, du shading ou quoi, ça peut être super intéressant. C'est un use case que je pousse en 3D. Donc l'utilisation de tout ce qui est des diffuseurs et des modèles génératifs en 3D, c'est vraiment pour de la prod. Je crois pas qu'on y soit, mais pour de la pré-prod carrément en fait, parce que pour tout ce qui est marketing ou concept, ça permet d'itérer et de tester des choses super vite. Et du coup, là, ouais, carrément, ça pourrait avoir carrément son utilité de faire ça. Je pensais, pour faire matcher, je repense au véhicule par exemple, mais ça peut marcher sur du Cara aussi. Pour faire matcher une plate où vous avez un véhicule lambda qui a été filmé par exemple, et vous voulez coller un modèle 3D dessus,
au lieu de se taper toute l'anime, la roto, la fumée à remettre. Est-ce que ça matcherait? En vrai, dans ce cas-là, ce que je ferais tout en IA. Ouais, donc, bon, on va dire qu'on est dans un. C'est con, je l'ai fait il y a 3 jours, mais on va dire qu'on est dans une configuration où le plan s'y prête, donc la voiture est pas trop grosse dans le plan parce qu'on est limité en termes de résolution, etc. On va dire qu'on est dans un plan qui s'y prête. Ce que je fais, c'est vraiment faire un crop le plus serré possible du véhicule. Je fais mon alpha du véhicule. En IA, pareil, ça prend 3 minutes. Et ensuite, je fais une passe guide pour l'IA. Je lui dis ta frame ou ta première frame ou ta frame de référence, c'est ça. Et ensuite, juste via prompt et par une succession de layers de contrôle qui permettent d'avoir un contrôle super fin sur le rendu, je suis capable de swapper un sujet contre un autre. C'est ce que j'ai montré ici. En fait, pour swapper les 2 personnes, je prendrais exactement le même pipe pour swapper n'importe quoi, donc voiture inclus ou n'importe quoi d'autre en fait. Donc ouais, ça c'est un pipe qui est assez connu et maîtrisé. Ça, ouais, carrément, on peut carrément faire ça. Une dernière question. Bon, je vais la poser moi. C'est quoi d'après vous les... Alors t'as parlé de render farm, qu'il y avait des trucs qui commençaient à arriver pour essayer d'avoir paralléliser les calculs, donc ça c'est pas encore frais. Il y a l'aspect niveau de couleur, si vous devez sortir une série en 4K HDR par exemple pour Netflix ou une autre plateforme, pour l'instant il n'y a pas encore les outils, c'est pas encore ça. Quels sont les autres leviers à franchir, les autres freins à franchir qui vous aideraient bien et sur lesquels vous êtes en train de réfléchir un peu à trouver des solutions? Quand on parle, ça dépend de quoi on parle. Quand on parle d'image fixe, il n'y a plus grand chose. L'image fixe, je considère que c'est assez, c'est résolu. Enfin, on peut générer à peu près, on peut générer n'importe quoi. N'importe quelle résolution? Ouais. En vidéo, c'est vraiment la longueur des vidéos. Si on met de côté tout ce qui est résolution et profondeur de couleur dont on a déjà parlé, c'est vraiment la longueur de vidéo. Faire des vidéos longues, c'est vraiment un problème qui est compliqué pour plein de raisons que je ne vais pas détailler maintenant, mais en gros, c'est vraiment un problème assez profond. Et en fait... il y a des méthodes qui sont, c'est plus des patchs en fait, mais il y a des méthodes qui consistent à, bon là non plus je vais pas trop m'étendre, mais en gros il y a des méthodes qui font que tu es capable de générer une vidéo et de prolonger son contexte pour qu'elle conserve sa cohérence dans la durée, mais c'est vraiment difficile de avec un niveau technique acceptable, je veux dire, genre sans rentrer dans des trucs méga avancés, parce que ça se fait, hein, mais genre sans rentrer dans des trucs méga avancés, c'est vraiment compliqué d'aller au-delà de 15-20 secondes. Mais donc ça, c'est la limitation que je vois pour le moment. C'est vraiment le truc qui et ça, c'est pas juste une question de hardware, de VRAM ou de trucs comme ça? Non, c'est vraiment intrinsèque à je peux expliquer si tu veux, mais genre, en gros, c'est vraiment intrinsèque à la manière dont le modèle fonctionne et est conçu. Et c'est un peu comme la couleur. Le fait qu'on soit bloqué sur du 8 bits, c'est un problème qui est assez profond. Et je pense pas qu'on soit proche d'en sortir, même s'il y en a qui claiment qu'ils ont des grosses avancées, j'attends un peu de voir, mais il y a Ray 3 qui claime qu'il fait du HDR. Bon, pour avoir testé, c'est pas du HDR quoi. Mais bon, en tout cas, ça avance dans le bon sens globalement. Mais voilà, la longueur des vidéos là pour le moment c'est encore un souci quand même. Sinon, quoi d'autre? Mais là on parle vraiment de VFX. Là, tout ce que tu viens de dire, ouais. Si on pense à la Full CG par exemple, il y a quand même pas mal encore de freins. L'animation, elle est pas folle, des personnages, ce genre de trucs. Pour animer un modèle, tu veux dire? Pour générer de la Full CG, ouais. Mais du coup, tu parles de générer une vidéo ouais. en IA, donc voilà. Tu parles pas de CG. Bah, c'est vrai. Imaginons que je veux faire un cartoon, ouais. Un truc qui ressemble à un film d'animation. Ouais.
Est-ce que je vais arriver à faire une animation qui culturellement ressemble à ce que nous on attend d'une animation? Ça dépend de ta matière première. Si tu fais du texte tout prompt, probablement pas. Si tu fais Tu veux dire du texte ou vidéo? Du texte ou vidéo, pardon, merci. Si tu fais du texte ou vidéo, probablement pas. Si tu fais de l'image ou vidéo, non plus. Par contre, si tu lui donnes une prévise qui est assez aboutie, tu peux te baser sur ta prévise, enfin plus qu'une prévise, une animatique. Donc un truc entre les premières passes d'anime, enfin un truc un peu plus augmenté qu'un simple blocking, on va dire. Là tu peux avoir des trucs qui sont carrément intéressants, parce que si tes keyframes ils sont déjà bien et que C'était ton exemple avec la fille à gauche et la fille à droite, en fait, elle a déjà une pré-animation qui est faite par quelqu'un, un humain, ou qui a une prise de vue. Non, ça c'est juste, je prends la vidéo originale, je lui dis voilà, la nana il bouge comme ça, et il reproduit. Il reproduit, mais en fait ce serait un peu le même principe finalement. Donc en gros, juste tu lui donnes une passe, un blocking augmenté, on va dire, on va l'appeler comme ça, une animatique. Une pré-animation voilà, du ça. film. Et tu lui donnes ça, et en fait, si les keyframes elles sont déjà présentes dans le truc, il va être capable de les interpoler vraiment bien, et il va être capable de donner un... Après, c'est toujours la méthode faite. Donc, dans une seule passe, c'est pour ça qu'il faut faire dans Comfy, parce qu'on n'a pas la main là-dessus dans Runway ou dans les choses comme ça. Mais dans Comfy, tu fais une première passe pour juste appliquer le style, faire un pré-rendu. Après, tu fais des deuxièmes passes pour tout ce qui est passe de... Enfin, refiner le lighting, refiner tout ce qui est... s'il y a des trucs qui doivent bouger, genre, je sais pas, du close ou genre des petits cheveux ou des trucs comme ça, faut faire une passe dédiée pour ça, etc. Tu peux arriver à avoir des trucs. Après, je pense pas que ça trompe un animateur. C'est-à-dire que moi, j'ai pas l'œil pour ça. Comme j'ai dit tout à l'heure, la 3D, c'est pas mon secteur. Donc moi, par exemple, quand un animateur, quand j'ai sincèrement aucune idée de la qualité du truc, un animateur, si je lui montre ça, ça se trouve, il va me dire, mais ça ne va pas du tout. Et moi, juste à l'œil, je trouve que ça match la rêve. Ça se trouve, il y a des trucs de dynamique que je perçois pas ou quoi qui sont pas bons là-dessus. Je suis pas hyper compétent pour me prononcer, on va dire. Ok. Bon, tu veux dire un truc? Non, pour la 3D, moi, c'est vraiment un secteur, je pense, qui va le plus évoluer l'année prochaine. Là, il y a des IA qui s'entraînent sur tous les mouvements des gens. Donc après, je pense qu'il y aura du prompt tout anime avec toute une base de données de comment on analyse les mouvements des gens. Tu joues de la guitare, hop, je veux quelqu'un qui joue de la guitare. Comme ça, tu vas pouvoir mettre ces animes-là dans une scène 3D. Aujourd'hui, on peut générer des props quasiment automatiquement à partir d'une photo. Donc pourquoi pas générer toute une scène à partir d'une photo? Ça se fait déjà pour certains environnements avec Google, là, pour les jeux vidéo. Donc je pense que ce qui va aller très très vite, on résolvera plus vite la 3D que les problèmes de vidéo en 8 bits et de 10 secondes. Je pense qu'on aura plus vite facilement de faire une scène 3D et de lui dire quel lighting on veut et qu'est-ce qu'on veut comme props dedans. Et après on aura la maîtrise de la caméra et on fera ce qu'on veut en fait dans cette scène. Tu vois. Moi je crois plus à ça que à résoudre les problèmes qu'on a évoqués là, qui sont des problèmes... Après Nicolas n'est pas du tout d'accord avec moi là-dessus sur ce sujet. La 3D, il y a un problème de data. C'est-à-dire, les vidéos, tu as toutes les vidéos HDR que tu veux en dispo, tu achètes des banques, tu achètes des datasets, il n'y a pas trop de soucis de data. La 3D, si tu veux des animatiques qui sont vraiment hyper qualitatives, avec des assets qui sont super bien faits, faut demander à tous les AAA de publier ouvert en open leurs assets. Donc je suis pas sûr que ILM, Cinesite, Framestore, MPC le fassent. Donc la 3D, il y a vraiment un souci d'accessibilité de data, et ça c'est un mur qui est compliqué à franchir. C'est-à-dire que générer de la 3D depuis une image, ça se fait, mais c'est pas très quali. C'est ça que tu veux dire? Ouais, améliorer ça, c'est compliqué. Alors que les pistes d'amélioration sur la vidéo, elles sont assez nombreuses. On n'y est pas, mais elles sont assez nombreuses. Et pour la 3... attends, je voulais dire un autre truc. C'est que, pour tout ce qui est génération de qualité d'assets,
bah, on va y arriver, mais en fait, le truc, c'est que là, pour le moment, dans quoi tu peux extraire beaucoup d'assets et beaucoup d'animations, bah, c'est les jeux vidéo. Et du coup, les animes de jeux vidéo, c'est pas des animes de films de live action. Du coup, et ça se ressent en vrai dans les rendus que c'est fort là-dessus. Ce qui marche super bien. T'essaies de, je sais pas, il nous lance, il va super bien la générer parce qu'il en a vu des caisses. Si tu prends un truc qui est beaucoup plus rare dans les jeux vidéo, là tout de suite, je sais pas, un vidéo proche par exemple, il va être beaucoup moins bon. Alors que niveau complexité, bon, bah, une lance, c'est un cylindre avec une pointe au bout, quoi. Un vidéo proche, c'est une box. Donc on n'est pas sur des levels de capacité qui sont stratosphériques. Pourtant, il va être beaucoup mieux sur la lance parce que ça vient de jeux vidéo. Et en fait, tant qu'on n'aura pas franchi ce problème-là de data, franchement, c'est chaud. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on entraîne sur des datas synthétiques. Nvidia fait beaucoup ça. Et bon, bah, entraîner sur des datas synthétiques, ça te permet de scaler et ça te permet de dépasser certains trucs, mais ça va pas. Donc voilà, moi je suis plus, je pense que la vidéo va fort avancer. La 3D, je pense qu'on va court-circuiter le truc, c'est-à-dire qu'on va faire, on va pas faire de la 3D générative au sens qu'on l'entend aujourd'hui. On va plutôt générer des scènes entières ou des mondes. Ça c'est un truc, que je crois bien parce que là pour le coup, le jeu vidéo est super bien pour faire ça. Enfin, je veux dire, si tu génères un monde et que tu lui dis, bah, prédis-moi ce qui se passe si j'appuie sur la flèche avant, bah, une séquence de jeu vidéo, elle fait exactement ça. Donc, c'est-à-dire que tu as un dataset où tu peux combiner le rendu visuel avec une instruction de joystick. Et du coup, tu peux générer un monde où, avec un joystick, tu peux te déplacer dedans parce que tu as eu ce jeu de données-là. Donc ça va être un court-circuit qu'on va faire, une sorte de hack qu'on va faire pour solve la 3D, mais pour ce qui est de générer des objets précis, là pour le moment il y a vraiment un problème de data pour ça. Merci beaucoup. On peut les applaudir.